c'est à toi. Voilà. D'abord, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Merci à la Fédération des travailleurs de la métallurgie pour son invitation. Elle m'est d'autant plus précieuse qu'il s'agit, vous le savez, de ma fédération. En ce jour, j'ai, comme vous, une pensée particulière pour nos camarades retraités. 13 millions de retraités sont appelés en ce moment même à manifester pour la revalorisation des pensions et des retraites. Nos camarades retraités subissent depuis plus de 20 ans une amputation considérable de leur retraite, de leur pension. C'est en effet la réforme Balladur qui a consacré un changement majeur, le bouleversement du mode d'indexation du calcul des retraites. Au lieu d'être basé, comme précédemment, sur l'évolution du salaire moyen, depuis la réforme de 1993, c'est l'indice des prix qui sert à revaloriser les pensions ainsi que les retraites et les salaires dits portés au compte, c'est-à-dire les salaires cumulés sur la base desquels s'opère la liquidation des droits. Les autres réformes ont encore contribué à diminuer le taux de remplacement. La réforme de 2013 avait déjà repoussé en octobre la revalorisation annuelle. La non-revalorisation des pensions de retraite jusqu'en octobre 2015, annoncée par Manuel Valls, a asséné un coût supplémentaire au pouvoir d'achat des retraités. En la matière, l'accord Agirc-Arrco, non signé par la CGT, a créé un précédent. Il a servi d'exemple et de modèle. La mobilisation de nos camarades retraités est non seulement légitime, mais aussi salutaire pour le pays tout entier. C'est le pouvoir d'achat qui est le moteur de l'activité économique, de la croissance, de l'emploi. Il faut donc augmenter les salaires. Les retraités participent donc pleinement au printemps social dont nous avons tant besoin. Je remarque également qu'il y a des luttes dans les entreprises et les initiatives professionnelles aujourd'hui à un niveau que l'on n'avait pas vu forcément dans le paysage il y a seulement quelques semaines ou quelques mois. Ces luttes sont un espoir. Dans l'immense majorité des cas, ces luttes sont unitaires, mais les périmètres unitaires sont très différents. Elles ont toutes cependant un point commun. La CGT est la seule force à être toujours présente. Son rôle, notre rôle, est central pour la défense des intérêts des salariés. Ce sont ces écarts de périmètre que nous devons réduire, comme nous devons réduire l'écart entre le désir d'unité des salariés et les réalités de l'action collective. Nous le disons souvent, l'unité est un combat, c'est une construction et il n'y a pas de raccourci. Cela n'a rien de naturel. Déjà, le 14 mai, les salariés des 3 fonctions publiques participaient de ce mouvement en se mobilisant contre le gel jusqu'en octobre 2015 du point d'indice qui sert au calcul de leur salaire. Ils subissent pourtant déjà ce gel depuis 3 ans. La grande réussite de la manifestation du 22 mai de nos camarades cheminots contre le projet de loi ferroviaire et pour une autre réforme ferroviaire est un élément de confiance majeur. Toute une profession s'est massivement mobilisée à partir d'éléments structurants de cette profession et d'un travail au plus près des préoccupations des salariés. Ce sont autant de points d'appui qui nourrissent et participent à la construction d'un tous ensemble dont nous avons tant besoin. J'ajoute que nous pouvons remarquer de belles victoires engrangées par les salariés. Nous le disons trop souvent, à la CGT, nous ne savons pas valoriser ce que nous gagnons et ce que nous faisons. Alors sachons porter au crédit du syndicat, des syndiqués agissant avec les salariés, la belle victoire à Ascométal face au requin Apollo. Saluons la victoire historique de la réparation navale à Marseille, après 503 jours d'occupation et avec des perspectives d'emploi métier par métier. À chaque fois, dans des conditions certes différentes, la CGT a su,
souvent pendant une très longue période, avec les salariés s'opposer et proposer. C'est elle, notre CGT, qui concrètement défend l'emploi, l'entreprise, la production et qui prouve que c'est possible. Comment ne pas rapprocher ces belles victoires d'autres succès, celui des Fralib, de la SAM Technologies. Elles prouvent, ces victoires, qu'il n'y a pas de fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à être dos au mur. Dans le cas d'Alstom, l'action du syndicat avec les salariés, l'action de la fédération et de la confédération, la proposition d'un plan C par la CGT ont fait bouger les lignes. Toutes les victoires sont un encouragement pour les salariés qui luttent actuellement dans les départements pour préserver les sites, les entreprises et les emplois. Et, vous l'avez souligné, il y a urgence. La longue séquence électorale que nous venons de vivre et les résultats des élections municipales et européennes le démontrent. Ils ne sont que la traduction, au plan électoral et politique, des tendances lourdes de la vie économique et sociale du pays. Globalement, ces scrutins sont marqués par une abstention populaire massive, la très forte poussée de l'extrême droite, le rejet du parti majoritaire au pouvoir qui ne recueille que 6% des voix des électeurs inscrits aux européennes. Enfin, l'absence de redistribution à gauche des suffrages exprimés. D'un scrutin à l'autre, nous notons une accélération des phénomènes observés et une aggravation des tendances. À regarder plus loin encore que ces résultats électoraux, c'est l'ensemble du système de représentation et d'identification dans nos sociétés qui est mis à mal. C'est la démocratie elle-même qui est maintenant en danger. C'est la conséquence des conditions de vie faites aux salariés, des dégâts provoqués par les politiques d'austérité en Europe, d'un capitalisme globalisé faisant fi de toutes les règles de vie sociale et démocratique. Dans ce qui pourrait s'apparenter à un désastre, la responsabilité du syndicalisme est immense. L'ensemble confirme la nécessité pour les salariés de prendre eux-mêmes leurs affaires en main. Eux seuls peuvent déverrouiller la situation. Eux seuls, par les rapports des forces qu'ils imposeront, peuvent remettre en mouvement la société et ouvrir, enfin, une période de progrès social. Plus que jamais, la situation confirme la nécessité de travailler les contenus revendicatifs pour nourrir la lutte revendicative. En cette semaine, qui sera marquée par les cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du débarquement, je ne peux pas m'empêcher de penser à la priorité toujours accordée, en pleine guerre, par Benoît Frachon et toute la CGT unitaire, à la lutte revendicative pour du savon, les salaires, le ravitaillement. La lutte patriotique, prolongeant autant qu'elle épaulait et accompagnait la lutte revendicative. Les conditions n'ont évidemment rien à voir, je le sais. Il y a cependant un noyau dur, un point commun, la lutte revendicative et la nécessité de partir des besoins immédiats pour construire les revendications. J'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes inscrits dans un processus de lutte. C'est d'ailleurs le sens de la décision du dernier comité confédéral national et de sa mise en œuvre par la dernière commission exécutive confédérale, avec une journée forte de grève et de manifestation le jeudi 26 juin, inscrite dans une semaine de déploiement vers les salariés du 23 au 27 juin. À nous maintenant de construire, de faire vivre nos décisions. Ce n'est pas parce que toutes les conditions objectives sont réunies qu'il y a nécessairement action et mise en mouvement des salariés, nous le savons, je le sais. Au contraire, le chômage de masse, les difficultés à vivre, l'arrogance de la classe dominante sont quelquefois facteurs de résignation. Lorsque seule la survie individuelle compte, il est plus difficile de solidariser et d'unifier.
L'unité du salariat tient à la condition salariale elle-même et à son rapport au capital. Pourtant, la multitude des statuts, les circuits de l'argent, l'action idéologique du patronat, les entreprises coordonnées de division, comme nous l'avons vu en Bretagne, masquent cette unité profonde de la condition salariale. Le repli corporatiste est fréquent dans les périodes de crise. Il peut également accompagner l'individualisme. C'est donc à nous de surmonter ces obstacles pour construire l'unité de classe. C'est le rôle du syndicat, des fédérations, de l'interprofessionnel et de notre confédération. C'est aussi le sens de notre campagne sur le coût du capital. Elle est d'abord une campagne qui, comme toute campagne, s'inscrit sur la durée, sur le long terme. Sans cesse, sur le métier, nous devons et devrons remettre l'ouvrage, approfondir, aller plus loin dans les syndicats et avec les adhérents de la CGT. Cette campagne répond certes à celle du patronat et du gouvernement qui voudraient laisser à penser que notre travail aurait un coût alors qu'il est seul producteur de richesse et qu'il rapporte même énormément aux actionnaires, au patronat et à la bourgeoisie. Il y a cependant encore plus que cela. Il s'agit pour nous d'armer idéologiquement le corps militant et les adhérents et de revenir au rapport fondamental d'exploitation, au rapport entre le capital et le travail. Je veux d'ailleurs saluer ici les initiatives de la Fédération pour former les adhérents et produire du matériel utile aux syndicats, pour comprendre, critiquer et souvent s'opposer aux logiques patronales dans chaque entreprise. C'est cette démarche que nous devons avoir partout pour partir du concret, des comptes de l'entreprise, du vécu des salariés. En effet, nous avons souvent constaté, dans une période récente, qu'il nous a manqué l'ancrage à l'entreprise, la mobilisation sur les lieux de production des travailleurs pour aller plus loin et quelquefois gagner. Mais il ne suffit pas de constater. Nous devons changer la situation. C'est cette réalité que nous devons transformer et ce n'est pas une simple question théorique. Ce n'est que par la pratique que nous construisons l'unité et ferons comprendre la nécessité de l'action et de l'organisation collective. C'est ce lent travail de terrain qui permet de sortir les salariés de l'enfermement dans l'immédiat et d'élever leur niveau de conscience. C'est avec les salariés que nous devons construire les revendications. Nous le disons souvent, il n'y a pas de petites revendications. À la CGT, nous avons des repères revendicatifs. Ils sont notre bien commun. Ils appartiennent aux syndicats. Proposons-les aux salariés dans chaque atelier, dans chaque service, dans chaque entreprise et ensemble, construisons le cahier revendicatif. La Confédération, la Fédération, l'Union départementale et l'Union locale peuvent produire du matériel. Nous le faisons. Il peut être de qualité, mais le meilleur tract restera toujours celui fait par le syndicat dans l'entreprise, construit avec les syndiqués. C'est donc fondamentalement la qualité de notre vie syndicale qui est la condition de l'action. La Confédération, la Fédération ont travaillé pour donner des repères en matière d'augmentation immédiate de salaire, de création d'emplois, de protection sociale, de développement de services publics, de politique industrielle. Le matériel, j'espère que vous en êtes conscients, est abondant. Les analyses, les tracts, le matériel syndical sont innombrables pour pouvoir expliquer et s'opposer au pacte de responsabilité, aux accords de compétitivité. Il est souhaitable qu'ils soient retravaillés maintenant au plus près du terrain. Ils l'ont été dans de nombreux syndicats ou organisations territoriales. L'essentiel reste cependant toujours que les salariés se les approprient. Ils ne le font
qu'à partir de leurs aspirations, de leurs besoins, de leur vécu, de leurs connaissances et de leur conscience. C'est aussi à partir des besoins et du vécu des salariés qu'il faut s'opposer à la volonté du ministre du Travail de geler les seuils de 10 et de 50 salariés, comme le demandent les organisations patronales dans la suite du pacte dit de responsabilité. Le syndicat, dans tous les cas, est bien la base sur laquelle repose tout l'édifice. Ce besoin d'échanger avec les salariés, de bâtir avec eux, est d'autant plus impérieux que la métallurgie et tous ses salariés sont au cœur du combat pour la reconquête industrielle que nous devons mener. Cette reconquête industrielle est la condition du redressement productif du pays, de la création de richesses, de la possibilité d'ouvrir une ère de progrès social. C'est aussi un combat acharné contre les forces de la régression sociale, contre la financiarisation de l'économie, la spéculation, l'évasion fiscale et sociale. Depuis plusieurs années, vous le savez, la CGT est engagée dans ce combat. Souvenons-nous, mes chers camarades, des luttes contre les fermetures des mines, des luttes contre la casse de la sidérurgie, des chantiers navals. Souvenons-nous, plus généralement, de multiples luttes contre la casse industrielle dans tous les secteurs de notre fédération. Souvenons-nous des noms, des visages, des discours, de celles et ceux qui nous parlaient de reconversion, des adaptations qu'ils disaient nécessaires. Ils échafaudaient même des théories fumeuses sur la société post-industrielle, la montée des services, la concentration sur ce qu'ils appelaient honteusement le cœur de métier. Faut-il parler de l'entreprise sans usine de Pierre Tchourouk? Aurons-nous la cruauté de leur rappeler qu'ils nous disaient que seul l'assemblage, la production serait éventuellement délocalisée, mais que la conception, l'ingénierie, la recherche resteraient dans notre pays? Nous voyons le résultat aujourd'hui. Nous devons rappeler ce passé très récent, avoir et cultiver notre mémoire collective. Il y a en effet des responsables de la casse industrielle et de la désindustrialisation de la France. Ils sont toujours aux affaires. Ils agissent toujours au plan économique, financier ou politique. Lorsque nous nous battons contre la casse industrielle, ils sont nos adversaires. La prise de conscience, si elle existe vraiment, est bien récente. Dans tous les cas, nous avons agi. Dans les entreprises, nous avons lutté contre la casse, contre les délocalisations. Dans les territoires, nous nous sommes battus, et nous nous battons toujours, souvent pendant des mois et avec un courage exemplaire pour conserver et développer l'appareil de production. Impossible de dresser la liste de toutes les entreprises dans la navale, la sidérurgie, la construction automobile et la sous-traitance. Toutes celles et ceux qui se battent en savent quelque chose. Nous avons organisé des manifestations nationales pour l'industrie, l'emploi, et il y en aura d'autres. Eux, les autres, ils ont organisé la désindustrialisation et ils ont tenté de la justifier. Aujourd'hui, dans certains cas, ils constatent ses effets. Un ministre du redressement productif a même été mis en place. S'il n'y avait pas eu de casse industrielle organisée, il n'y aurait pas besoin de redressement productif aujourd'hui. Nous avons perdu près de 2 millions d'emplois industriels en 30 ans. L'emploi industriel est passé de 26% en 1980 à 12% aujourd'hui. Il est de 26% en Allemagne. Entre 2012 et 2013, la France a encore perdu 62 000 emplois directs et 45 000 emplois intermédiaires et intérimaires. Cette année ne s'annonce pas de meilleures prévisions selon leurs prévisions.
Ces chiffres masquent des réalités très diverses. Ils occultent la nature des emplois et les transformations des organisations dans les entreprises. L'emploi, vous le savez, intérimaire est comptabilisé dans les services. La sous-traitance en chaîne et les externalisations ont modifié le périmètre des entreprises et bien évidemment des emplois industriels. Globalement, cependant, le recul industriel est incontestable et bien dangereux pour le bien-être général. La richesse produite dans le pays, sa capacité à former, innover, offrir un avenir à la jeunesse. Rappelons-nous, la balance commerciale de la France était excédentaire à la fin des années 90. À nouveau, elle était déficitaire de plus de 61 milliards d'euros l'année dernière. J'ajoute que ce recul de l'industrie tire vers le bas le niveau général des salaires dans l'ensemble de l'économie, généralise la précarité et fragilise la protection sociale. Ce sont quelques raisons qui nous contraignent à sans cesse lutter pour la reconquête industrielle et à affirmer la nécessité d'une politique industrielle. J'ai bien parlé de politique industrielle. Prenons politique au sens plein du mot. C'est évidemment l'action publique, collectivement et consciemment décidée et voulue. Si le jeu du marché, de la mise en concurrence généralisée des salariés et des territoires permettait de maintenir et développer le potentiel de production industrielle dans notre pays, cela se saurait. Et il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de lutter, comme nous le faisons, pour une reconquête. L'État doit donc pleinement jouer son rôle pour défendre le bien commun. Disons-le d'emblée, face aux intérêts privés, aux grands groupes, au capital, aux prédateurs et spéculateurs, nous avons besoin d'un État acteur, d'un État développeur, d'un État stratège, ainsi que le reconnaît un avis du Conseil économique, social et environnemental. Le mot de planification n'est pas tabou, en particulier s'il s'agit d'intérêts vitaux pour la nation, de ses secteurs stratégiques, de reconstruire ou de reconstruire des filières. Or, nous assistons au contraire à une démission de l'État, des pouvoirs publics et des politiques face au capital. Même la très modeste loi dite Florange a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle obligeait pourtant seulement les entreprises de plus de 1000 salariés à simplement chercher un éventuel repreneur. J'ai dit à chercher, pas à trouver. Le motif invoqué par le Conseil constitutionnel est particulièrement important et révélateur. En général, vous le savez peut-être, le Conseil invoque une motivation juridique quelconque. Dans ce cas précis, c'est au nom du sacro-saint droit de propriété. Il choisit le droit de propriété contre le droit de travailler. Nous choisissons l'inverse. Lorsque l'indépendance nationale, les intérêts vitaux de la nation, le progrès économique et social sont en jeu, l'appropriation collective des moyens de production par la nation est légitime et nécessaire. Ainsi, par exemple, l'État doit prendre une participation majoritaire dans Alstom. Il n'est pas question de choisir entre une transnationale à base américaine ou une transnationale basée en Allemagne. Cela ne fonctionne pas comme cela. Cela se joue à échelle mondiale, où les trois groupes sont en concurrence pour produire des réacteurs nucléaires ou du matériel ferroviaire en Chine, en Angleterre, en France et ailleurs dans le monde. Par ailleurs, le rôle d'impulsion et la place de l'État pour la reconquête industrielle doivent être facilités et rendus possibles par une modification radicale du cadre législatif et réglementaire, par des mesures sectorielles fortes et une volonté inflexible du personnel politique. Parmi les mesures sectorielles, je ne retiendrai que 6. D'abord, organiser un contre-choc emploi-formation dans l'industrie. Les entreprises licencient, mais dans le même temps,
il y a de véritables trous de compétences dus au départ en retraite et au licenciement. Aussi bien la formation initiale sous statut scolaire, la formation initiale par apprentissage, que la formation professionnelle continue doivent mobiliser les moyens pour transmettre aux jeunes et aux salariés en activité les savoir-faire. Nous avons besoin de former des soudeurs, des électromécaniciens, des électriciens, des électroniciens, des ouvriers de maintenance, des dessinateurs. Les grandes entreprises doivent avoir ou rouvrir des écoles pour former les apprentis, les salariés. Nos lycées professionnels, technologiques et généraux, les universités et grandes écoles doivent ouvrir des sections pour répondre aux besoins de développement des savoir-faire et savoir-faire industriels. L'enseignement professionnel pratique doit aussi être remis à sa juste place après les diminutions d'horaires imposées ces dernières années, par exemple dans nos lycées professionnels. Pour permettre les évolutions de carrière, la lutte contre l'illettrisme s'impose en cas de besoin dans certaines entreprises. Enfin, d'une manière plus générale, le pays doit promouvoir la culture technique et technologique, depuis le CAP jusqu'au doctorat. Deuxième mesure, accroître l'effort de recherche et d'innovation. Il doit être porté à 3% du produit intérieur brut au moins. À l'inverse de cet objectif, les effectifs de recherche-développement ont diminué en France en 2013, moins 138 postes de chercheurs. C'est même une des caractéristiques des plans de licenciement dans la période récente. Ils touchent particulièrement la recherche-développement. C'est le cas chez Sanofi comme chez Alcatel, PSA, Renault, le groupe Airbus, par exemple chez Astrium. L'investissement industriel a encore reculé de 7% en 2013 selon l'INSEE. Cela n'empêche pas les entreprises de toucher plus de 5 milliards de crédits impôts recherche payés par notre impôt. Troisième aspect, développer une politique cohérente de l'énergie. Nous proposons un pôle public de l'énergie pour mettre en œuvre un plan énergétique qui profite à l'industrie. Toutes les activités humaines ont besoin d'énergie, vous le savez. Vous savez aussi que les enjeux sont très variés et nombreux. Enjeux de la réponse aux besoins au niveau mondial et national, enjeux de développement, enjeux de l'indépendance nationale et du progrès, enjeux du prix contre les appétits des grands groupes, enjeux du maintien du potentiel de production et de la production, enjeux de la maîtrise publique, enjeux environnemental. Je salue ici, comme je l'ai fait au congrès de la Confédération syndicale internationale, les pays d'Amérique du Sud qui ont desserré l'étreinte des grands groupes multinationaux pour se réapproprier leurs ressources naturelles et leurs richesses. Quatrième aspect de la nécessaire reconquête de l'industrie, créer un pôle de financement du développement industriel et de l'emploi. Précisons que l'existence d'un pôle financier public ne peut pas déresponsabiliser le secteur privé et mutualiste de ses obligations dans l'économie. Il ne s'agit absolument pas que le pôle public fasse le travail qui est celui des banques et laisse ces derniers continuer à spéculer sur le monopoly mondial avec l'argent de leurs déposants et la richesse produite par les salariés. La Banque publique d'investissement, créée fin 2012, utile en quelques circonstances pour des entreprises en difficulté et pour l'instant, loin de répondre aux exigences et besoins de financement pour une véritable reconquête industrielle. Cinquième aspect, faire barrage à la spéculation par une réglementation des marchés financiers, une réforme fiscale et une législation dissuasive. Nous le savons, les règles comptables, la législation et les règles fiscales et sociales permettent l'évasion fiscale et sociale, la spéculation sur les marchés financiers, les placements sur des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Ce sont ces règles qu'il faut changer. C'est pourtant à l'inverse que nous assistons. Bercy vient de sortir Jersey et les Bermudes
de la liste des États dits non coopératifs des paradis fiscaux. Le cadre législatif et réglementaire permet la spéculation, la financiarisation contre la production de richesses et l'investissement productif. Enfin, dernier train de mesures que je retiens pour permettre la reconquête industrielle. Articuler la modernisation de l'industrie et la démocratie sociale et territoriale. Les salariés doivent pouvoir intervenir dans les choix stratégiques des entreprises sur les territoires. Le contrôle des aides publiques est indispensable, ainsi que de l'obligation de leur remboursement en cas de licenciement. Seule l'intervention des salariés et des moyens de contrôle sur les décisions des directions peuvent changer la donne pour défendre le potentiel industriel et le développer. Nous constatons à nouveau que si les mesures doivent être déclinées dans chaque profession pour tenir compte des spécificités, une approche interprofessionnelle est indispensable pour faire évoluer le cadre légal et réglementaire, permettre l'action de l'État et l'intervention des salariés. La richesse produite par les salariés doit servir à rémunérer le travail et aller à l'investissement productif. Cette année encore, les entreprises du CAC 40 vont choyer leurs actionnaires. Elles s'apprêtent à verser plus de 39 milliards d'euros de dividendes au titre de l'année 2013. C'est autant de richesses produites par le travail des salariés qui ne va ni à la rémunération de leur travail, ni à l'investissement productif. C'est pourquoi je tiens à saluer l'expo photo « Les salariés et le travail ». Des femmes et des hommes sont montrés dans leur travail quotidien. Il y a certes, je le sais, vous le savez, de la souffrance au travail, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a avant tout notre travail, bien fait, la beauté des gestes, une carrosserie automobile, un fuselin d'avion, du mobilier urbain, des portails, des grilles de maisons individuelles ou de bâtiments publics sont aussi des œuvres d'art. C'est nous qui les construisons. Il y a plus d'un siècle, la tour Eiffel fut d'abord le symbole du siècle fer avant de devenir le symbole de la modernité, de l'art moderne. Soyons donc fiers de nos savoirs, de nos savoir-faire, de nos productions. J'ajoute que cette exposition a une portée interprofessionnelle évidente. Les gestes, les savoir-faire des soudeurs, des techniciens de maintenance et d'autres métiers des métallos sont les mêmes lorsqu'ils travaillent dans des entreprises classées dans la métallurgie que lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de l'agroalimentaire, de l'énergie, des transports et d'autres encore. La Confédération générale du travail se doit de célébrer le travail dans toutes ses dimensions. Notre travail est producteur de richesses, de beauté, de biens utiles. Nous l'opposons à la spéculation et aux jeux virtuels et souvent douteux sur les marchés financiers. C'est donc notre travail qu'il faut revaloriser, payer et reconnaître. C'est la condition d'une sortie progressiste de la crise. C'est ainsi que nous ouvrirons une période de progrès social. Les syndicats de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, réunis en congrès, y travaillent, vous y travaillez, nous y travaillons. Alors, mes chers camarades, vive le 40e congrès des travailleurs CGT de la métallurgie, vive la CGT.